d'abord très content d'être là parce que je pense que c'est effectivement important de parler d'un sujet qui préoccupe un peu tout le monde. C'est d'abord le corps, son corps, le corps des autres. Et puis c'est vrai que le problème de la couleur du corps est quelque chose de très important, qui a toujours été important. Les hommes se sont toujours positionnés par rapport à cette couleur dans la mesure où elle a paru être un véritable vecteur d'une création identitaire. On a toujours cru, et on croit toujours encore, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'avant, qu'effectivement la couleur de la peau aurait tendance à exprimer un certain nombre de choses. Je vais éteindre mon téléphone. Alors pourquoi ? Parce que la couleur possède des symboles, possède des signes, et les couleurs qu'on observe un petit peu partout... Attendez, je vais le mettre en machin, parce que comme ça, on ne verra pas. Voilà. On vit entouré de couleurs. La couleur est quelque chose d'important dans notre vie quotidienne, et on sait très bien que la couleur symbolise un certain nombre de choses. Des études ont été faites, en particulier par Michel Pastoureau, qui était un des grands papes de l'étude historique de la couleur, autour de quelles sont les couleurs que les peuples aiment. On sait que, par exemple, ça c'est Lévi-Strauss qui l'a dit, qu'en France, on aime le jaune doré, parce que le jaune doré est beaucoup plus intéressant que le jaune pur, par exemple, qui semble un petit peu blafard, et les Français pensaient que c'était les Anglais qui aimaient le jaune pur, alors qu'en France, on aurait été beaucoup plus attiré par l'or, le jaune doré. Lorsqu'on regarde ce qui intéresse les populations, on sait que ce qui arrive en tête du hit parade des couleurs pour les Européens et les Américains, c'est le bleu. C'est la couleur préférée. Par contre, pour les Japonais, c'est le rouge. En Chine et en Inde, c'est le jaune. Alors que dans les pays d'islam, évidemment, c'est le vert, mais ça, vous en doutiez un petit peu, qui retient la préférence. Et de point de vue de la sociologie, les couleurs aussi correspondent à des niveaux sociaux. Par exemple, quelle est la couleur des cadres ? C'est le gris. Vous n'avez qu'à voir les costumes gris qu'ils ont. Par contre, la couleur des artistes, des créateurs, en général, c'est le noir. Vous n'avez qu'à regarder, ils sont toujours habillés en noir. Donc vous voyez, on essaye, avec cette couleur, de renvoyer un certain nombre de choses. C'est donc un langage des couleurs. Alors là, vous avez ici les brosses à dents, mais vous aviez aussi... On se calme, hein, pas de... Vous aviez ici comment lire le caractère de la femme d'après la couleur de ses bas. Et effectivement, on était toujours dans le système des correspondances et des analogies, et on essayait de construire des couleurs et de leur donner un sens en termes de langage. Par exemple, la couleur rose, que tout le monde connaît, c'est une couleur finalement relativement récente. Elle a acquis sa célébrité, on va dire, au XVIIIe siècle, et on a décidé au XVIIIe siècle, surtout les romantiques, que c'était... la couleur de la féminité par excellence, c'est-à-dire de la tendresse. En réalité, c'est un rouge qu'on a blanchi. Donc on lui a retiré un petit peu son caractère guerrier, car le rouge, évidemment, renvoie au sang. C'est la couleur de la douceur, puisque ça permet de voir la vie en rose. Et de même, le symbolisme de la blancheur, on se rapproche un peu de notre sujet, c'est indissociable dans l'idéologie, dans la pensée chrétienne, de l'innocence, de la pureté, de la conversion, de la joie, de la résurrection, de la vie éternelle. Tandis que le noir renvoie à l'abstinence, la pénitence, la mélancolie, mais aussi l'autorité et la dignité. Quand on est en noir, on est toujours un petit peu digne. Donc ce noir et ce blanc, c'est un petit peu le jeu du questionnement d'aujourd'hui, renvoie à deux couleurs élémentaires, on dira. C'est le jeu de la naissance, puisque le blanc, c'est à la fois la pureté et la lumière, et de la mort, puisque le noir, évidemment, en Occident, pas en Orient. En Occident, c'est le symbole de la mort, de la souillure et de l'obscurité, de la dégradation.
Mais les autres couleurs, me direz-vous? Eh bien, les autres couleurs, en réalité, du point de vue un petit peu anthropologique, on va dire, eh bien, elles n'existent pas. Les autres couleurs, il n'y en a qu'une, et toutes les autres découlent de celle-là, c'est le rouge. Le rouge, c'est la couleur, la grande couleur par excellence, et toutes les autres en découlent un petit peu. Alors, pour revenir au noir et au blanc, Théophile Gautier, dans Mademoiselle de Maupin, écrivait « Le noir va si bien aux femmes. La peau blanche, poésie à part, tourne à l'ivoire, à la neige, au lait, à l'albâtre, à tout ce qu'il y a de candide au monde et à l'usage des faiseurs de madrigaux. La peau bistre n'a plus qu'une pointe de brun, pleine de vivacité et de feu. » Deuxième réflexion. Quand on parle des hommes de couleur, on pense surtout aux personnes qui ont la peau noire, bien sûr. Et quand on parle des blancs, on dit évidemment jamais que ce sont des gens de couleur. Donc déjà, on va poser l'opposition entre le noir et le blanc. Et ce sont les couleurs culturellement les plus anciennes. Ce sont des couleurs qui servent à marquer le corps, à construire les identités, au travers de la peinture, du maquillage, de parures diverses. Évidemment, après, on les retrouve évidemment sur les vêtements, qui vont signifier un certain nombre de choses. Le maquillage, par exemple, repose sur 3 couleurs. Les 3 couleurs de base du maquillage, c'est quoi? C'est le blanc, qui sert à cacher le maximum de choses. Ça s'appelle un fond de teint aussi. Après, vous avez le noir, qui permet la mise en valeur d'un certain nombre d'éléments. Et enfin, le rouge, qui donne la vie. Je pense évidemment au rouge à lèvres. Alors, du point de vue de l'anthropologie, évidemment, on s'est très tôt intéressé à la couleur de la peau. Pourquoi? Parce que c'était un marqueur identitaire facile. Le premier qui a parlé de la couleur de la peau chez les peuples, finalement, c'est pas si ancien que ça. C'est, ça va me revenir, 1684. Description des régions géographiques du monde, et l'auteur qui va me revenir expliquait que finalement, eh bien, c'est la couleur de la peau qui permettait de signifier ce qu'étaient les gens. Mais pour lui, il n'y avait pas beaucoup de couleurs de peau. Il y avait le blanc, il y avait le noir, bien sûr. Et puis, il y avait... ben, on ne sait pas trop, parce que le jaune a existé quand même relativement tardivement, puisque c'est Kant qui a expliqué que les peuples d'Asie avaient la peau jaune. Bon, avant, ils étaient plutôt blancs. Alors c'est intéressant aussi comment les peuples se construisent leurs propres couleurs. Si les populations africaines, évidemment, reconnaissent avoir la peau noire, il en est différemment, par exemple, des populations indiennes, qui, pour elles, évidemment, n'ont pas la peau noire, même si pour d'autres, ça peut sembler évident. Et pour elles, elles ont évidemment une peau blanche. Donc vous voyez un petit peu l'ambiguïté des termes. Alors évidemment, le fait d'avoir une peau blanche ou une peau noire renvoie aussi à des constructions identitaires extrêmement fortes, puisque on peut même, à partir d'une couleur, construire des identités politiques. On peut aussi, et ça c'est relativement récent, construire toute une nouvelle esthétique autour de la peau noire. Et quand on vient à ce que je vous disais tout à l'heure, le nom va vraiment me revenir, c'est pas bien grave. François Bernier, voilà, enfin, le nom n'importe pas grand-chose. Il a écrit un seul article qu'il a rendu célèbre, c'est celui-ci, donc où il explique effectivement qu'on peut tout à fait construire une répartition du monde à partir de la couleur de la peau. Les anthropologues vont évidemment beaucoup s'attacher à essayer de comprendre non seulement l'organisation des peuples selon la couleur, mais bien sûr essayer d'y trouver une hiérarchisation. C'est-à-dire que, est-ce que finalement la couleur ne va pas indiquer des fonctions particulières concernant les hommes? Vous savez que Linné, que tout le monde doit connaître, parce que les gens qui fréquentent
la Cité des Sciences doit bien connaître Linné. Eh bien, Linné est très spécialiste de la classification des plantes, mais aussi des animaux. C'est lui qui a, dans Systema Naturae, construit toute l'organisation du vivant. Et quand il arrive aux hommes, il était un petit peu embêté, parce que d'abord, il ne savait pas trop s'il avait affaire à des espèces ou à des genres ou à des races. Enfin, il n'utilise pas le mot race. Mais en tout cas, il s'est quand même servi de la couleur de la peau pour construire des identités géographiques. C'est-à-dire que pour lui, il y avait les Américains, les Africains, les Européens et les Asiatiques, plus deux catégories un petit peu bizarres qu'il n'a pas tenté de justifier, qui étaient les monstres, puisque c'était l'Homo monstruosus, et l'homme sauvage. Alors vous allez me dire, on peut très bien être sauvage et américain. Enfin bon, dans la classification de Linné, apparemment ça ne marchait pas comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la couleur de la peau était évidemment un marqueur extrêmement puissant. Et on va rester très longtemps avec cette idée en tête, c'est-à-dire qu'il y a en gros une sorte de hiérarchie avec évidemment l'homme blanc d'un côté, l'homme noir de l'autre, l'homme rouge et l'homme jaune, les hommes rouges étant évidemment des Asiatiques, entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les représentations qu'on peut pouvoir avoir du corps humain et de la peau. Alors, quand j'étais enfant, moi je lisais un truc qui s'appelait Tout l'univers, mais j'étais enfant il y a longtemps, hein. Et Tout l'univers, c'était un truc vachement sympa qui essayait d'apprendre un petit peu la science, la vie aux enfants, etc. Et quand même, on trouvait des choses comme ça, qui étaient quand même un petit peu étonnants. C'est 1960. Il y a encore un petit peu mieux, un truc qui s'appelle l'UNESCO, et j'y étais tout à l'heure. L'UNESCO, on peut les accuser de tout ce qu'on veut, mais sûrement pas d'être racistes. C'est plutôt des gens qui essayent de se battre un petit peu contre le racisme. Mais quand ils ont créé l'UNESCO à Paris, eh bien, le premier jour, en 1958, ils ont sorti une enveloppe premier jour pour les philatélistes. Et ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre dessus les 4 races, entre guillemets, qui n'existent pas, bien sûr, mais les 4 races signifiant l'humanité, pour montrer que tout le monde s'entend, mais enfin, on montre quand même qu'il y a des différences. Et ça, c'est évidemment quelque part un petit peu regrettable. Alors, pour en revenir à la couleur et à sa signification, eh bien, on a vu les bas tout à l'heure. Maintenant, on voit un petit peu les yeux. Les yeux, c'est extrêmement intéressant. Je vous ai parlé de la classification par les anthropologues en fonction de la couleur de la peau, de la couleur cutanée. Mais vous avez aussi d'autres classifications qui ont été faites au XIXe siècle, et en particulier la couleur des yeux. Simplement, au XIXe siècle, pour les anthropologues, la couleur des yeux, en gros, il y avait les yeux clairs et les yeux foncés. Donc il y avait le bleu et le vert d'un côté, et puis le marron clair et le marron foncé de l'autre. Vous voyez qu'au début du XXe siècle, ça date de 1900, eh bien vous avez d'autres usages qui peuvent être faits de la couleur des yeux, puisqu'on va attribuer, et ça c'est une grande passion humaine, d'essayer de construire de l'analogie, de construire des correspondances entre des choses qui n'en ont pas. Et voilà, on essaye donc de voir les relations qui existent entre la couleur des yeux et la couleur et les vertus que peuvent avoir les gens. J'en ai d'autres, mais je ne vous les montre pas parce qu'elles sont un petit peu plus olé. Voilà. Alors, la position des gens à peau noire a évidemment fortement évolué durant l'histoire, puisqu'on pourrait dire que durant l'Antiquité, on n'avait pas les processus de mise en esclavage qu'on va voir par la suite, puisque quand on regarde la Grèce antique, par exemple, vous savez que les enfants de gens célèbres à qui on voulait faire des études, on ne les envoyait pas à Harvard comme aujourd'hui ou à Stanford, mais on les envoyait à Alexandrie en Égypte, qui était la grande université internationale. Et à Alexandrie, eh bien, les jeunes Grecs rencontraient des soldats nubiens de peau noire qui venaient du sud. Et ce n'étaient pas eux qui étaient les esclaves, c'était plutôt les gens venant du nord, c'était plutôt les Slaves et toutes les populations d'Europe centrale. Ici, vous avez évidemment, au XVIIe siècle, le début d'un processus un petit peu étonnant, c'est que
le domestique, parce qu'en réalité, ce n'était pas les esclaves, c'était les domestiques, est un objet de luxe. Vous voyez, il est bien habillé, c'est comme quelque chose auquel on tient, qu'on veut vraiment mettre en valeur et qu'on habille très très bien. Vous avez aussi ces images un petit peu étonnantes, puisque vous avez un Saint-Maurice à droite qui est noir, vous le voyez, et qui était un Saint-Maurice guerrier teuton, c'est-à-dire en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous avez à gauche, évidemment, un jeune mort qui sert dans une très grande famille et qui est évidemment habillé avec beaucoup de distinction et d'élégance. Alors, par le jeu des mises en scène, par le jeu des mises en image, bon, on voit qu'effectivement, la peau des uns et la peau des autres servent toujours de contraste, que chacun est bien positionné socialement, que, évidemment, les dames très chics auraient plutôt tendance à avoir la peau blanche et les autres à avoir la peau un petit peu plus sombre. Mais bon, il s'est passé quand même beaucoup de choses. 1930, avec Joséphine Baker, le corps noir a commencé à prendre féminin, a commencé à prendre de l'ascendance au niveau des spectacles, au niveau du public. Il y a des tas de folies, pas que bergères, qui sont apparues. Et cette image est relativement intéressante parce qu'elle se réfère à un ouvrage, je ne sais pas si des gens connaissent le colonel d'Andrit, qui était un successeur de Jules Verne. Bon, tout le monde connaît Jules Verne, qui était un petit peu raciste sur les bords. Mais le colonel d'Andrit était beaucoup plus que lui. Et il avait écrit 2 ouvrages célèbres, un qui s'appelait L'Invasion jaune et l'autre qui s'appelait L'Invasion noire. Vous imaginez très bien de quoi il peut s'agir. Et évidemment, ce texte, enfin cette gravure, renvoie à l'invasion noire, mais bon, il faut connaître l'autre pour en apprécier la subtilité. Alors vous avez cette image évidemment terrible d'Afrique du Sud, en pleine ségrégation raciale, en plein apartheid, où vous avez à gauche les blancs et à droite les noirs. Alors vous avez des choses un petit peu plus étonnantes, quant effectivement à l'image que le corps peut émettre quand on joue sur le bronzage, par exemple. Et vous voyez, effectivement, moi je la trouve assez drôle, puisque le corps est construit, cette fois-ci, en fonction de l'activité physique que l'on pratique. Bon, vous avez évidemment toute une idéologie qui est en train de se mettre en place autour du concept de Black Body. Ça, c'était un petit peu pour servir de liaison avec ma jeune collègue, qui va vous parler effectivement de l'éclaircissement de la peau et de l'image qu'on construit autour de ce pâlissement, on va dire, de la peau. Non pas le blanchiment, mais le pâlissement. C'est-à-dire avoir une peau beaucoup plus pâle. Et là, il y a un très beau jeu de mots de L'Oréal. Plus un cheveu blanc, toujours 30 ans. Effectivement, dans les années 30, où on essayait déjà de lutter contre le vieillissement, en tout du moins l'apparence du vieillissement. Et enfin, cette image de Lancôme qui permet de montrer comment, justement, il existe des produits qui permettent de s'adapter à la couleur de la peau réelle et éventuellement de la faire évoluer en fonction du désir des uns et des autres. Bon, pour conclure, eh ben, on conclura à la fin. Je vais tout de suite donner la parole à Céline, peut-être un peu plus de temps. Voilà. Donc, je vais vous parler de la pratique de l'éclaircissement de la peau qu'on appelle également la dépigmentation volontaire. Pour pouvoir parler de l'éclaircissement de la peau, il faut d'abord faire une présentation de la peau et de ce qu'elle représente. Donc, bien évidemment, il s'agit de notre enveloppe corporelle, mais elle possède plusieurs propriétés. Tout d'abord, d'un point de vue biologique, tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'il s'agit d'une protection immunitaire très importante pour le corps, puisqu'elle constitue la première barrière
pour pouvoir arrêter les agents pathogènes et permet de distinguer ce qu'on appelle en biologie le soi du non-soi. Elle constitue également l'organe du toucher, un des 5 sens indispensables pour notre relation à l'autre. Je dirais même que c'est le seul sens dont on ne peut se passer. On peut se passer de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, mais celui du toucher reste indispensable dans le rapport à l'autre. Mais en plus de ces fonctions biologiques de la peau, celle-ci s'inscrit dans une réalité sociale et culturelle en y jouant un rôle très important, puisque en plus de cette identité biologique, elle va porter notre identité sociale, elle va nous permettre de nous différencier de l'autre en affichant une identité qui fait de nous des individus uniques et nous permet de nous individualiser. Par exemple, sur les documents administratifs, de plus en plus, on doit apposer notre photo pour être reconnaissable. De même, cette peau constitue ce que Anzieux a appelé le moi-peau, c'est-à-dire que ça constitue un écran sur lequel, qu'on le veuille ou non, nous projetons finalement notre moi intérieur que l'on projette au regard de l'autre. De façon, je dirais, plus ou moins subie, ce corps parle pour nous. Ainsi, la peau, on peut la considérer comme le support d'une identité à la fois biologique mais également culturelle. Cette peau, malgré des contraintes biologiques par sa structure qui sont imposées, elle reste une surface malléable que l'on peut travailler, que l'on peut modeler. Ainsi, selon les différentes cultures, cette peau va être parée, réparée, déformée, parfumée, caressée, tatouée, percée, scarifiée ou encore soignée de façon différente avec des outils, des techniques qui vont être propres à chaque population. Les différentes propriétés biologiques de la peau vont ainsi être mises à l'épreuve, comme par exemple lors d'une prise de poids ou d'une grossesse, et son élasticité qui va être mise à l'épreuve, de même lorsqu'elle est tatouée ou percée, c'est sa résistance, ou encore lorsqu'elle est scarifiée, c'est son principe de cicatrisation qui va être mise à l'épreuve. Et toutes ces modifications corporelles n'auront de sens que si ne dépassent pas en fait une certaine limite de la santé. Toutes ces pratiques-là vont s'inscrire dans un cadre socio-culturel qui vont être défini par des normes qui vont être propres à chaque population. Les personnes qui vont modifier leur corps le feront systématiquement de façon subie ou choisie, mais toujours en référence par rapport à ces normes. Soit elles vont souhaiter s'y conformer pour faire passer un message, soit au contraire s'y opposer en montrant qu'elles refusent le cadre dans lequel on lui impose de rentrer. De toute façon, je dirais, quelle que soit l'attitude par rapport à ce cadre, il y a de toute façon une marque d'appartenance à un groupe. Le corps, finalement, représente un ensemble de signes qui parlent et qui donc se réfèrent et nous rattachent systématiquement à un groupe de référence. La beauté en Occident, aujourd'hui, constitue non pas une construction, mais le reflet de ce que nous sommes. Elle se doit donc d'être authentique et d'être, entre guillemets, naturelle. Elle doit pour cela préserver et respecter notre santé. Une belle peau ne peut être qu'une peau saine. Au travers les témoignages de femmes que l'on a pu rencontrer ou encore au travers du discours social, il y a cette émergence du paradigme beauté-santé qui est de plus en plus prégnant. Cette beauté, elle est définie par les normes du groupe auquel on se réfère grâce à des critères bien définis et qui vont être représentés par des canons esthétiques. Le poids des apparences va jouer, là encore, un rôle très important dans le rapport à l'autre, qu'il soit dans le milieu personnel ou professionnel, qu'il s'agisse des rapports entre personnes du même sexe ou entre hommes et femmes. Comme le disait par exemple Baudrillard dans son livre sur la société de consommation, on ne prête qu'au beau. On va plus facilement attribuer des valeurs positives à des gens qui vont être reconnus comme esthétiquement beaux que par rapport à des gens qui vont s'en éloigner. Ces canons esthétiques vont, comme je le disais, être différents selon les populations, selon les contextes socio-culturels, mais également vont évoluer dans le temps, comme le montrent ces images-là.
Ça montre également, par exemple, sur les photos d'Afrique du Sud et de Jamaïque, qu'il y a une mise en scène du corps et que les canons esthétiques et la beauté ne peut être présentée que dans certains contextes. Par exemple, la femme d'Afrique du Sud, on sent que c'est un contexte assez particulier de cérémonie. Les médias vont jouer un rôle très important sur la diffusion de ces canons esthétiques et je dirais dans le message, dans l'imposition en fait, de ces normes sociales. Là où il y a encore quelques années, dans la population occidentale, on avait la référence de la femme brune et la référence de la femme blonde. Aujourd'hui, on a une diversité qui est beaucoup plus importante. La personnalisation, je dirais, de l'apparence va finalement épouser les grandes dynamiques sociales. Elle va également pouvoir illustrer les conflits soit de genre ou de génération et finalement étudier ces critères esthétiques et ces canons de beauté au sein d'une société va permettre de mettre en évidence les différentes représentations du corps de cette population, mais aussi l'impact de ce qu'on peut considérer comme le corps social. On peut également remarquer que finalement, plus les médias ont pris de l'ampleur, alors quand on dit médias, il y a aussi bien Internet, la télévision, etc., au travers de vecteurs comme le cinéma, la musique ou encore le sport, ont finalement connu une évolution relativement rapide. La beauté de la peau, alors comme le corps doit répondre à des critères esthétiques bien particuliers, notamment à la fois en termes de couleur, mais aussi de texture, puisque je dirais, quelle que soit la population, le message est presque identique, puisqu'une peau se doit d'être à la fois unie, douce, lisse, mais aussi lumineuse. Elle doit aussi rentrer dans une gamme de teintes considérée comme esthétique, ni trop claire ni trop foncée. Alors toujours par rapport à un panel de couleurs suivant sa propre population de référence. Par exemple, en Inde, la gamme de teintes jugée esthétique ne sera pas la même qu'en Occident. Néanmoins, il y a toujours, je dirais, une gamme de teintes qui va rester relativement restreinte. D'autre part, on peut soulever la question de savoir si le corps possède une ou bien des peaux, puisque quand on voit à travers le discours social, la peau du visage est toujours traitée différemment finalement du reste du corps. Il est souvent beaucoup plus mis en avant et les crèmes utilisées pour le visage ne seront pas les mêmes que pour le corps. Donc bien sûr, on peut, toujours dans le cadre du travail des apparences, modifier également l'apparence de la peau, puisque comme je le disais, c'est une surface malléable. Et grâce à l'arrivée des cosmétiques, on peut, j'allais dire, presque faire ce que l'on veut, alors dans la limite bien sûr des propriétés biologiques de la peau. Mais on peut effectivement la modifier sous plusieurs critères. Comme on le disait, vu que la peau finalement est un écran sur lequel se projette notre moi intérieur, il y a ce double effet où finalement le discours social dit également l'effet inverse, à savoir si vous modifiez votre peau, votre apparence, c'est finalement votre moi intérieur qui va aussi modifier. Ce qui signifie donc au travers du discours qui est véhiculé, si vous modifiez votre peau, si une personne qui a une peau par exemple un peu abîmée ou une peau un peu qui va montrer quelques rides, qui va témoigner d'un certain âge, si finalement elle arrive à acquérir une apparence beaucoup plus jeune, beaucoup plus lisse, je dirais beaucoup plus proche du canon esthétique, elle va finalement gagner en aisance et en confiance en elle et également gagner en capacité de séduction, donc influencer son rapport aux autres et finalement donner le sentiment quelque part de devenir quelqu'un d'autre. Il y a donc une interaction entre ce que l'on est à l'intérieur de soi et ce que l'on donne à voir aux autres et qui, alors si on suit les discours sociaux, finalement peuvent interagir. Donc la couleur de la peau, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit M. Butch, mais à savoir que donc, bien évidemment, initialement, la couleur de la peau se répartissait sur les différents continents suivant un gradient géographique, puisqu'il y avait une influence entre la couleur de la peau et la latitude, l'exposition aux UV. Bien sûr, les migrations de population sont venues perturber cette distribution-là, et la peau ayant une horloge biologique assez lente, il faut plus d'une génération pour pouvoir retrouver ce lien entre le lieu d'origine et la couleur de la peau. Donc aujourd'hui, les migrations de population ayant bouleversé ça, il n'y a plus ce rapport entre le lieu de naissance et puis la couleur de la peau. Néanmoins, il reste dans
dans la société une symbolique très forte entre effectivement le rapport entre la symbolique de la couleur de la peau qui a pu, comme on l'a montré au travers de l'histoire, s'être implantée et a laissé des traces, notamment à cause de cette orgie de classification initiée par les anthropologues. Il reste donc au niveau social, je dirais, par la couleur de la peau, une appartenance à un groupe ethnique. D'autre part aussi, notamment au travers des religions, il y a eu des caractères positifs et négatifs qui ont été associés aux différentes couleurs de peau et que l'on retrouve encore, qui sont encore présents dans les discours, dans certains discours sociaux aujourd'hui. Alors pour pouvoir comprendre comment on agit et comment on modifie la couleur de la peau, juste un rappel sur la structure biologique de la peau et notamment là où se situe le pigment. Donc on va retrouver la mélanine uniquement dans la partie extérieure de la peau, savoir la couche de l'épiderme. Elle va être synthétisée par une cellule que l'on va appeler le mélanocyte, qui est la cellule que l'on peut voir sur le schéma. Et elle va synthétiser la mélanine qui va se concentrer au niveau des mélanosomes. Ce sont les points noirs que l'on peut voir sur l'image. Au sein de ce mélanocyte, alors ça va permettre en fait de comprendre d'un point de vue biologique la grande diversité de la couleur de peau que l'on retrouve dans la population humaine. À savoir déjà que le nombre de mélanocytes en fait, chez les populations reste pratiquement invariable. La variabilité va naître finalement du nombre, de la répartition, du type, mais aussi de la dégradation des mélanosomes. D'autre part, il y a deux types de mélanine. Celle qu'on appelle la phéomélanine, qui va du jaune au rouge et que l'on retrouve principalement dans les peaux occidentales, et le mélanine qui va du brun au noir, que l'on retrouve principalement chez les peaux africaines. Les peaux asiatiques, elles, toujours d'un point de vue biologique, vont intégrer ces deux types de pigments. Bien sûr, ici, je présente de façon très schématique 3 grandes tendances de couleur de peau, mais bien évidemment, elles se présentent au niveau de la population humaine de façon continuum. Il n'y a pas de limite entre ces différents types de peau. En plus de ces différents types de mélanine et puis de ces caractères variables du mélanome, il y a bien sûr des facteurs qui vont venir influencer cette pigmentation et il est important de les présenter puisque c'est finalement ces facteurs que les populations vont faire jouer pour arriver à modifier leur couleur de peau. Il y a tout d'abord donc les facteurs biologiques qui s'imposent à nous. Tout d'abord, il y a une variabilité individuelle puisque une même personne n'aura pas la même couleur de peau sur tout le corps. Par exemple, si vous prenez votre couleur de peau au niveau du front, qui est une zone très exposée, et l'intérieur du bras, qui l'est beaucoup moins, il y aura une différence de couleur de peau. De même, certaines maladies vont influencer la couleur de peau. Si par exemple, on présente une anémie, il est dit qu'on a un teint beaucoup plus pâle ou inversement, si on a des problèmes surrénaux, il est dit qu'on a une peau un peu plus foncée. Il y a également une variabilité intrapopulationnelle puisque des études auraient mis en évidence une différence de pigmentation entre les femmes et les hommes. Alors ça, on peut le recroiser avec certaines représentations des hommes et des femmes, même durant la période de l'Antiquité, notamment en Égypte. Mais même encore maintenant, on va représenter les femmes avec une peau beaucoup plus claire que les hommes, de façon caricaturale. Également, au niveau de l'âge d'une même personne, on sait par exemple que les nouveau-nés, les bébés, ont une pigmentation qui est moins importante que les adultes, ce qui donnait lieu à certaines pratiques où, dans certains pays, lorsque l'enfant naissait, le nouveau-né venait de naître, on le mettait dans la pièce la plus sombre de la maison pour pouvoir le protéger du soleil, puisqu'on le considérait comme moins protégé aux rayons du soleil. Il y a également une variabilité intrapopulationnelle dont on vient de parler, puisqu'il y a des facteurs génétiques qui, en fonction du pigment qui est synthétisé, donnent pas la même couleur aux individus. Il y a bien évidemment des facteurs environnementaux qui sont importants, donc qui vont donner une variabilité individuelle importante. Pour ceux qui s'exposent au soleil l'été, il est bien évident qu'ils ne vont pas avoir la même couleur de peau l'été que l'hiver. La saisonnalité et donc l'exposition aux UV influence. Il y a également une variabilité interpopulationnelle suivant donc, ce que l'on vient de montrer, le gradient géographique. Donc l'exposition, là encore, l'exposition au soleil varie. Et enfin, donc, les facteurs socioculturels. Alors, soit
suivant l'habitat, le travail, le sport ou la tenue vestimentaire, comme on a pu le voir, va influencer l'exposition au soleil. Évidemment que les cyclistes ne vont pas chercher à mettre des pantalons longs pour pouvoir se protéger du soleil, les jambes au risque d'avoir des marques de bronzage. Dans certaines populations, c'est plutôt l'exposition au soleil qui va être recherchée, le brunissement et le bronzage de la peau qui va être valorisé, quand d'autres populations vont bien évidemment se protéger du soleil. Par exemple, en Asie, on voit très fréquemment les femmes avec des tenues longues, des ombrelles, des lunettes de soleil pour pouvoir se protéger du soleil, qui va faire naître des taches pigmentaires qui ne sont pas jugées comme très esthétiques par les femmes asiatiques. Toutes ces différents facteurs vont créer un panel de couleurs de peau qui va être très large au niveau mondial. Toutefois, si on regarde en fait les différents discours sociaux et notamment les canons esthétiques qui sont véhiculés par les médias, on se rend compte que c'est une gamme finalement restreinte qui va être représentée par les canons esthétiques. Alors on l'évoque, on le voit évoqué des fois dans les magazines, mais notamment les canons esthétiques représentés par les femmes noires sont beaucoup moins présents que les femmes à la peau blanche. Il y a donc une sous-représentation d'une population en termes de canons esthétiques. Donc pour resynthétiser, il y a bien donc ces facteurs biologiques, environnementaux et culturels qui vont influencer la variabilité de la teinte de peau. Et par rapport à ça, il y a aussi les modifications donc volontaires sur lesquelles les populations donc vont influencer sur ces différents types de facteurs, auxquels s'ajoutent les modifications dites involontaires, que l'on va dire entre guillemets pathologiques, qui peuvent aller soit vers de l'hyperpigmentation. La plupart du temps sont sous forme de taches. Alors on peut intégrer les taches de rousseur, les taches de vieillesse, les masques de grossesse, etc. Ou alors aller vers de l'hypopigmentation avec, pour les cas les plus connus, le vitiligo, donc des taches au niveau de la peau, mais même au niveau de la pilosité, où il y a absence totale de pigment, donc qui va donner des taches blanches sur la peau, ou alors l'albinisme, qui est un cas d'absence totale de pigment chez l'individu. Dans les modifications volontaires, alors je dirais les grandes classes, ça va être le brunissement, l'éclaircissement et le blanchiment de la peau. Alors on dit blanchiment lorsque la pratique est un peu plus intense que l'éclaircissement, mais on va le voir, ça reste un cas un peu plus particulier. Quand même les pratiques générales vont soit vers le brunissement, soit vers l'éclaircissement de la peau. On reviendra tout à l'heure, mais d'un point de vue social, il y a une différence quand même très importante entre les femmes qui vont réussir à obtenir une peau blanche par le blanchiment de la peau, donc par l'utilisation de produits éclaircissants, par des produits blanchimants, et une personne qui va être atteinte d'albinisme. Même si effectivement ces personnes-là ont toutes les deux, on considère qu'elles ont une peau blanche, d'un point de vue social, ce n'est pas du tout la même chose et la représentation n'est pas du tout la même. Donc pour en arriver à la pratique de l'éclaircissement de la peau, tout d'abord un historique. Les études considèrent que cette pratique a vu le jour en 1939, lorsqu'une compagnie d'assurance a porté plainte contre une usine de tannerie à Chicago. Les ouvriers, pour la plupart d'origine africaine, ont découvert que dans les gants qu'ils utilisaient, il y avait de l'hydroquinone. Donc en 1940, Oliver et son équipe ont mené une étude et ont découvert les propriétés dépigmentantes de l'hydroquinone. À partir de là, donc, a commencé toutes les recherches sur les propriétés dépigmentantes des différents composants, notamment l'hydroquinone, mais a aussi commencé la production des produits éclaircissants, principalement aux États-Unis et en Angleterre. Ces produits ont été rapidement exportés en Afrique, donc dans les anciennes colonies anglaises, et sont arrivés en 1956 en Afrique du Sud, puis rapidement après au Kenya. Dans les années 70-80, cette pratique s'est propagée vers l'Afrique de l'Ouest pour aujourd'hui s'étendre dans tout le continent africain, englobant également les îles Comores. En termes de produits utilisés, il n'y a pas que l'hydroquinone qui éclaircit la peau, il y a également le mercure et les dérivés mercuriels, il y a les corticoïdes et les produits détournés. Alors, les plus connus, ce sont les shampoings DOP ou encore l'eau de Javel. Mais il y a d'autres, on retrouve également d'autres produits. Ces femmes vont alors je parle principalement des femmes, mais c'est une pratique qu'on retrouve aussi chez les hommes et notamment de plus en plus chez la jeune génération, qui bien sûr en ont fait un sujet encore plus tabou que les femmes. Ici, je parlerai uniquement de des pratiques des femmes. Donc ces différents produits, les femmes les retrouvent dans les magasins afro, ou alors lorsqu'elles rentrent au pays, ou alors elles les rachètent à des femmes qui reviennent du pays et qui leur ont acheté les produits.
On les retrouve sous différentes formes. Ils peuvent aussi bien être sous forme de savon, de sérum, de crème ou alors de grands pots comme on peut le voir pour du lait corporel. Bien souvent, ces produits les femmes les mélangent entre eux. Elles se font entre guillemets, des recettes mélanges. Chaque femme va avoir sa propre recette et va faire son propre mélange que bien souvent, elle va tenir secret. Le mélange le plus classique est un tube d'hydroquinone. Alors l'hydroquinone, c'est un médicament, c'est normalement vendu sous ordonnance dans les pharmacies, mais les femmes arrivent souvent à se les procurer. Alors soit elles arrivent à obtenir des ordonnances, soit elles arrivent à obtenir les corticoïdes, je dirais, sous le manteau. Et elles mélangent en fait les tubes de corticoïdes avec un grand pot de lait éclaircissant. Donc elles font leur mélange. Soit, en règle générale, elle l'applique au moins une fois par jour ou alors 2-3 fois par semaine. Et bien souvent, en fait, elles accentuent l'application lorsqu'elles prévoient, soit il y a une cérémonie qui est prévue, soit un retour au pays. En général, 3-4 semaines avant l'événement, elles accentuent la pratique où elles vont volontiers utiliser 2 fois par jour ces crèmes afin d'obtenir un résultat un peu plus important. Donc là, comme on le disait, le corps a aussi ses contraintes d'un point de vue biologique et ces différents produits vont agir d'un point de vue, donc au niveau de l'épiderme, vont agir alors soit sur la synthèse du pigment, soit en détruisant le mélanosome, soit également les femmes accentuer l'effet éclaircissant, alors certaines, pas toutes, mais en frottant la peau, c'est-à-dire que comme le pigment se situe quand même plutôt vers la partie extérieure de l'épiderme et donc finalement en faisant un effet d'abrasion, elles permettent aussi d'éliminer une plus grande quantité de mélanine. Et ces différentes pratiques vont déstabiliser en fait l'équilibre de la peau et donc induire des complications, notamment dermatologiques. Alors on voit assez fréquemment l'apparition d'acné ou de vergetures ou de taches d'hyperpigmentation. Les cas assez fréquents, c'est comme on peut voir là au niveau des phalanges qui... pour, je dirais, les personnes qui connaissent un peu la pratique, sont presque un signe de reconnaissance. Enfin voilà, c'est une façon de reconnaître si une femme s'éclaircit la peau ou pas. Mais il y a également des complications un peu plus importantes, dites systémiques, puisque l'utilisation de corticoïdes, c'est un composant qui va traverser la peau et qui va rentrer dans le système sanguin, créer des problèmes plus importants, comme notamment l'apparition de diabète ou d'hypertension. De même, le fait que certaines femmes, je dirais, abrasent la peau entraîne et en plus, avec l'utilisation de corticoïdes, crée des problèmes, notamment lorsqu'il y a des interventions chirurgicales pour la cicatrisation des femmes. Pour avoir vu un médecin, il m'a dit que lui, clairement, il commençait à avoir beaucoup d'appréhension à devoir intervenir sur une femme à la peau abîmée parce qu'il avait toujours peur finalement de la cicatrisation qu'il y aurait après l'intervention. Donc ce sont quand même des cas des complications qui ne sont pas anodines et qui sont quand même assez fréquentes. Donc juste pour revenir à ce que je disais au début de la présentation, donc le corps est porteur de notre image sociale, de celle que l'on renvoie à l'autre et va donc interagir dans nos relations aux autres, va se construire dans un référentiel socio-culturel et chromatique particulier. Là, la peau claire n'a de sens que au sein de la population africaine et non pas occidentale blanche. Les normes et les canons de beauté vont être propres à cette population-là. Et en ça... on va le détailler par la suite, mais on n'est effectivement pas dans une volonté d'obtenir une peau blanche pour s'identifier à la population occidentale, puisque elle ne fait pas partie du référentiel socioculturel et chromatique de cette population-là. Elle est plutôt dans un travail d'éclaircissement de la peau pour rester finalement dans ce panel de couleurs qui est le leur, mais tendre vers un éclaircissement. Et ce n'est finalement pas non plus une teinte précise qui est recherchée, mais plutôt une transformation. On va l'étayer plus tard. Ce processus complexe de travail de la peau se situe à la fois entre des prescriptions collectives qui vont être importantes. On va aborder la question du discours social avec des injonctions sociales, culturelles et ou religieuses, et ainsi qu'une volonté personnelle des femmes. C'est-à-dire que on va le voir, il n'y a pas qu'une seule façon de s'éclaircir la peau. Chaque femme va s'approprier, déjà rien que par la recette, entre guillemets, et les mélanges qu'elles vont effectuer. Et tout ça se joue dans un croisement culturel, puisque pour ma part, l'étude que j'ai menée sur l'éclaircissement de la peau, je l'ai faite à Marseille, et on est donc au croisement de cultures à la fois africaines, mais également occidentales.
Donc les femmes que j'ai pu rencontrer au cours de mon étude, et ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, on est bien d'accord que là je parle des femmes que j'ai rencontrées, il n'y avait pas de distinction de pays d'origine, de situation sociale ou même d'âge dans la pratique. Pour ma part, j'ai pu rencontrer des femmes de tout âge et de toute situation qui pouvaient s'éclaircir la peau. Après, encore une fois, elles ne s'éclaircissent pas pour la même raison. Il y a des grandes catégories de femmes, pour schématiser. Il y a celles qui vont être dans une valorisation de la peau noire. En général, elles parlent d'une peau ébène et une valorisation de la beauté dite naturelle. Et vont dénoncer le côté artificiel d'une pratique comme l'éclaircissement de la peau. Il y a certaines femmes qui, elles, vont s'éclaircir un peu, mais vont pas forcément vouloir le dire et vont rechercher un effet naturel, mais vont apprécier une peau un peu plus claire, en tout cas une peau éclaircie. Et il y a les femmes qui vont s'éclaircir beaucoup la peau et qui, elles, vont rechercher finalement à afficher une transformation. Tant pis si on laisse apparaître des effets indésirables, tant pis si on montre avoir de l'acné ou des taches pigmentaires. Ce qu'il est important de mettre en évidence, c'est l'utilisation de produits éclaircissants qui va permettre d'afficher une aisance financière suffisante pour pouvoir acheter ces produits-là. Alors on a pu quand même, je dirais, différencier deux grandes tendances qui se distinguent d'un point de vue générationnel, avec les mères qui vont correspondre à ces femmes qui vont vouloir afficher une transformation, quitte à utiliser des produits nocifs. Elles vont être moins sensibles à cette idée de santé. Ce qui va prévaloir, ce sont vraiment les injonctions sociales et d'afficher une transformation du corps au détriment parfois de la santé. Alors que les jeunes filles, elles vont effectivement être attirées vers une peau éclaircie, mais seront respectueuses du discours, seront plus sensibles à cette idée de paradigme beauté-santé et vont être plus à la recherche de produits qui seront moins nocifs et vont être également sensibles au discours d'une beauté toutefois naturelle. Ces pratiques commencent à peu près, malgré les générations, souvent de la même façon, à savoir soit les femmes vont chercher à unifier le teint, soit pour cacher des problèmes d'acné ou alors des taches. Elles vont commencer avec des produits dits unifiants. Personnellement, je ne vois pas trop la différence entre des produits unifiants et des produits éclaircissants à partir du moment où les femmes les mettent sur tout le visage. Mais bon, après, si déjà on des nuances à apporter, je suis preneuse. Et il y a, je dirais, une autre façon d'amener la pratique qui est, plusieurs femmes l'ont témoigné finalement, entre femmes finalement, elles se passent la crème notamment dans le dos et une femme expliquait qu'en passant régulièrement la crème éclaircissante dans la peau de sa cousine, vu qu'il en restait dans les mains, finalement c'est assez facile de s'en mettre sur le visage. Et puis quand on voit que ça éclaircit et qu'on commence à avoir des compliments en disant que qu'est-ce que tu as une belle peau depuis quelque temps, finalement, on finit par acheter des produits éclaircissants et c'est de là que débute la pratique. Les femmes, quand on les interroge, elles sont conscientes que la plupart des produits sont nocifs. Certaines vous répondent que de toute façon, elles ne sont pas directement concernées puisqu'elles ont de toute façon trouvé le bon produit, celui qui ne va pas amener d'effets secondaires et que ça, c'est vrai que c'est vrai pour les autres femmes, mais pas pour elles. D'autres vont quand même avouer que c'est quand même un peu compliqué de faire le tri entre des produits dits nocifs et puis ceux qui ne le seraient pas. Donc, certaines vont regarder la composition des produits et faire une sélection, même si c'est effectivement difficile de s'y retrouver. D'autres vont suivre un peu le discours des publicités en disant... on le verra tout à l'heure, mais certaines affiches sans hydroquinone ou en tout cas vont s'associer à des discours de prévention de la santé. D'autres expliquent qu'elles vont tester les produits notamment sur l'avant-bras pour voir si la peau réagit et si elle ne réagit pas, vont considérer que c'est un bon produit. D'autres encore vont préférer acheter des produits en pharmacie ou parapharmacie, ce qui correspond pour elles à un gage sanitaire, de produits qui seront sains. Néanmoins, toutes les femmes témoignent de cette complexité à trouver un produit qui éclaircirait la peau de façon suffisamment rapide, mais sans effet nocif. Alors, le rapport entre les femmes et les médecins est assez compliqué puisque les médecins, alors la plupart des femmes, elles, ce qu'elles veulent, c'est une peau claire, bien souvent assez rapidement, parce que quand un baptême est annoncé ou un retour au pays, elles veulent avoir une peau qui soit beaucoup plus claire assez rapidement. Et les médecins, eux, quelles que soient les injonctions sociales, pour eux, ce qui est important, c'est la santé. Et ils ont parfois du mal à comprendre que certaines femmes vont utiliser des produits ou réaliser des mélanges qui vont mettre en péril leur propre santé.
Les femmes, quand elles vont voir des médecins, leur avouent rarement qu'elles utilisent des produits éclaircissants, encore moins quand il s'agit de produits toxiques, et encore moins expliquer les mélanges qu'elles vont faire. Certaines ont quand même essayé de faire confiance, je dirais, à ces médecins et utiliser les produits qu'ils avaient recommandés, mais bien souvent elles sont déçues puisque pour elles ce sont des produits qui ne sont pas efficaces et qui n'éclaircissent pas la peau. Et elles se sentent souvent incomprises, puisque il est rare que le médecin, je dirais, intègre la pression sociale qui peut exister autour des femmes pour qui s'éclaircissent la peau. Donc souvent, ces femmes se tournent vers les vendeurs de produits éclaircissants qui vont se positionner un peu comme spécialistes de la peau noire, puisqu'il en existe peu dans le secteur de la santé en France, et donc vont se tourner vers eux pour avoir des conseils. Alors, soit pour traiter les effets secondaires, donc là, les vendeurs vont de suite les orienter vers des produits spéciaux, puisqu'il y a dans les gammes de produits éclaircissants, on en retrouve qui vont traiter leurs propres effets secondaires, à savoir, il y en a qui vont traiter les vergetures ou d'autres traiter l'hyperpigmentation au niveau des phalanges. Enfin, les gammes s'élargissent. Ou en tout cas, ils vont être beaucoup plus sensibles et comprendre beaucoup plus ce que vivent ces femmes et vont plus facilement leur proposer des solutions qui vont les convenir, même si la santé n'est pas, je dirais, bien souvent préservée. Le discours des vendeurs va être en plus appuyé par le discours social véhiculé par les médias. Ici, ce sont des publicités de produits éclaircissants. Ce discours social, alors notamment dans les publicités, vont être véhiculés, les codes socioculturels utilisés pour construire le message de ces publicités sont quand même très largement basés sur des codes occidentaux, puisque là, on peut voir que la marque s'appelle Miami Clear, l'autre s'appelle Empire, avec comme symbole le Colisée de Rome. Sur ces photos, on voit là également une femme avec une veste rose pâle et un collier de perles blanches. Sur la photo à droite, on voit les produits éclaircissants mis sur une table de marbre avec des cartes postales qui viennent de Londres et de Paris. Il y a donc toujours des références à l'Occident et qui vont toujours associer finalement la peau claire, ou en tout cas l'éclaircissement de la peau, vont être approchés de valeurs de réussite, de pouvoir et de beauté. Les femmes, finalement, à la peau claire vont toujours être associées à un statut social relativement important et aisé. Et c'est à rapprocher d'une phrase que m'avait dit une des femmes que j'avais interrogées, Yasmine, qui est ivoirienne, qui disait de toute façon en Côte d'Ivoire, il faut être clair comme Henriette Bédier, qui était la femme du président ivoirien. Les femmes des présidents ont apporté, je dirais, ont véhiculé, ont participé à cette image d'association de pouvoir et de réussite à la peau claire. De même, Diennet disait, de toute façon, il faut avoir la peau claire pour être une grande dame, à entendre une femme qui est respectée socialement. Donc la peau claire, ce n'est pas uniquement un critère esthétique, mais c'est aussi une valorisation importante pour les femmes. Je dirais notamment celles qui, on a pu l'observer, n'ont pas la chance d'accéder à l'éducation et n'ont pas forcément réussi à obtenir une réussite professionnelle qui a permis cette valorisation-là. Donc finalement, elles vont passer par le jeu des apparences et chercher à accéder à rentrer dans les jeux de séduction pour pouvoir se valoriser socialement. Donc sur le thème de la séduction, on va retrouver également des publicités. Alors les deux à gauche sont quand même assez particulières, puisque si on les observe, alors notamment celle de gauche, où on peut considérer que c'est relativement surprenant d'exposer ces corps de femmes sur la plage pour des produits éclaircissants. Alors, il ne faut pas entendre exposition des corps en termes de pratique du bronzage comme on l'a chez nous en Occident, mais plutôt à se rapporter à la signification, c'est-à-dire que l'exposition du corps est associée au fait que les personnes ont l'aisance financière suffisante pour pouvoir aller en vacances. Et c'est plutôt associer l'exposition du corps à aisance financière avec éclaircissement de la peau, tout ça en passant par des codes occidentaux, ce qui est quand même un peu détourné comme message. Et la publicité de droite, également particulière, où là on est dans une exposition du corps, mais plutôt en termes de séduction, là encore avec des codes socioculturels relativement occidentaux, aussi bien dans la posture, l'attitude de ces femmes que leur visage, qui
sont quand même plus occidentaux qu'africains. Et à noter également qu'elle s'adresse à un public, je dirais, connaisseur, puisque la seule chose qu'on peut lire de cette publicité, c'est DH7. Même en ayant le nom, enfin, même en regardant la publicité, il faut plus qu'une loupe pour arriver à lire ce qu'il y a écrit sur les produits. Et donc, il n'y a que les femmes qui savent que DH7 est une marque de produits éclaircissants qui vont finalement se retrouver dans cette photo, enfin, dans cette publicité. D'autres publicités vont donc accentuer sur les autres types de produits. Comme je le disais, il y a également des savons éclaircissants, là, qui vont renvoyer comment dire, à cette association d'idées que lorsque l'on lave la peau, on la purifie, on la gomme de ses impuretés. Il y a donc une association insidieuse entre la pureté de la peau, la blancheur, mais aussi la luminosité. Et donc, par opposition, la noirceur, l'obscurité et l'impureté. On fait également aisément le lien avec les associations qui étaient faites durant la période de la colonisation où beaucoup de marques de savon ont utilisé cette opposition entre les femmes ou les enfants tout propres, blancs, qui demandaient à ces enfants noirs, un peu sales, mais pourquoi tu n'utilises pas tel savon ou pourquoi ta maman ne te lave pas avec tel savon. Il y a, je dirais, ce rapport de propreté, de pureté et de blancheur de la peau, et donc qui finalement laisse entendre que à ces femmes qui s'éclaircissent la peau qu'en utilisant ces savons éclaircissants, elles se lavent de ce stigmate social un peu pesant. Et on le retrouve aussi dans le discours de ces femmes où il y a une assimilation entre le fait d'être propre, d'être belle et d'avoir la peau claire. Il y a donc cette idée que finalement on lave sa peau pour l'éclaircir et pour l'alléger de ce stigmate social un peu pesant pour certaines femmes. Il y a également cette idée d'addiction à la peau claire, puisque au travers du discours de ces femmes, on sent qu'elles rentrent dans un cercle vicieux dont il est assez difficile de sortir, puisque, comme je disais, certaines femmes vont commencer, je dirais, indirectement à utiliser des produits éclaircissants, c'est-à-dire qu'en le mettant sur le dos de leur cousine, elles vont se le mettre sur le visage, elles vont commencer à avoir des retours valorisants de l'entourage en disant que voilà, une peau claire, c'est joli, donc finalement, elles vont de plus en plus s'éclaircir la peau. Elles vont rentrer dans ce jeu social de lorsqu'il y a un événement important, une cérémonie, mais elles vont chercher à avoir la peau encore plus claire que la voisine ou que la cousine. Et il y a cette idée qui fait qu'il est compliqué d'arrêter, puisque toutes disent, si jamais j'arrête la pratique, il y aura ce qu'elles appellent l'effet rebond. À savoir, toutes pensent que si elles arrêtent de s'éclaircir la peau, elles auront la peau encore plus noire que la peau qu'elles avaient avant de s'éclaircir. Et donc, il est assez compliqué pour elles d'arriver à arrêter, puisqu'en plus, socialement, cela signifierait que soit elles ont des problèmes de santé, ou alors elles n'ont plus l'argent de pouvoir acheter ces produits. Et donc, il y aurait une très nette dévalorisation sociale si elle devait en arriver à arrêter la pratique. C'est donc relativement compliqué et peu de femmes que j'ai rencontrées avaient réussi à le faire. D'autre part, chez les femmes qui ne s'éclaircissent pas, mais qui parlent des femmes qui ont arrêté la pratique, il y a des termes quand même assez forts qui sont utilisés. Là, je cite 3 exemples. On a des termes comme singe, guenon ou encore monstre. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque une déshumanisation de ces femmes qui vont revenir à la peau originelle, à leur couleur de peau d'origine. On a eu quand même une femme qui a expliqué qu'elle avait réussi à arrêter la pratique, mais elle l'a fait en fait quand elle a quitté son pays d'origine pour arriver en France. Elle a arrêté la pratique à ce moment-là, puisque finalement les personnes avec qui elle vit aujourd'hui en France ne l'ont jamais connue avant. Donc on se rend bien compte que finalement le problème n'est pas tant d'arrêter la pratique ou n'est pas une addiction au produit lui-même, mais bien finalement à la couleur de peau et la valorisation et au regard social qui naît de cette apparence. Donc lorsqu'elle est en France, parmi son entourage, sa nouvelle couleur de peau ne lui pose pas de soucis. Par contre, quand elle retourne au pays, elle me disait qu'elle avait des remarques du style « mais pourquoi tu es devenue comme ça ?» Et elle le disait qu'à chaque fois qu'elle retournait dans le pays d'origine, c'était quand même très compliqué pour elle de ne pas être tentée de nouveau pour s'éclaircir la peau.
On a également une femme qui nous expliquait qu'un des prétextes sociaux qui est utilisé pour arrêter l'éclaircissement de la peau, c'est le deuil d'un proche, puisque c'est socialement imposé de devoir arrêter toute pratique, notamment l'éclaircissement de la peau, lorsque l'on est en période de deuil. Donc certaines femmes vont utiliser, je dirais, cette période de deuil pour ne pas reprendre la pratique après. Dans le discours des magazines, il est assez intéressant de remarquer que la pratique de l'éclaircissement de la peau est peu évoquée, de même que l'importance de la couleur de la peau dans les critères esthétiques. Pourtant, il joue un rôle, la couleur de la peau est quand même un critère très important, mais il est peu souligné. Le discours qu'il y a autour de l'esthétique de la peau est, je dirais, très occidentalisé, puisque le canon esthétique représenté, ça va être la peau unie, douce, clair mais naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, pas d'utilisation d'artifice pour obtenir ce résultat-là. Et on se rend compte que le message publicitaire va être... les publicités vont s'approprier ce discours-là en disant finalement utiliser les produits éclaircissants pour laisser apparaître cette beauté naturelle, cette beauté originelle, pour laisser révéler le vrai moi intérieur. Là, on a cette publicité anglaise qui dit « Let the real you shine through », c'est-à-dire laisser, en utilisant les crèmes éclaircissantes, faites tomber finalement ce masque pour laisser apparaître le moi intérieur, ce qui est quand même relativement surprenant. Mais il reste quand même si on est dans l'idée d'une transformation intérieure pour valoriser cette peau claire, il y a chez le discours de certaines femmes qui ne s'éclaircissent pas la peau une difficulté à comprendre ce qu'il peut y avoir d'esthétique derrière l'éclaircissement de la peau, et pour elles, on est uniquement finalement dans l'expression d'un complexe de la peau noire. Pour elles, il n'y a rien d'esthétique derrière cette pratique, mais on est uniquement dans la modification d'un critère identitaire. Je cite par exemple ces paroles, « Ils croient que ça va les rendre plus belles, mais ça va être leur même visage. Ils ne vont pas changer. » Elle dit que même en changeant finalement l'apparence, on garde notre moi intérieur, on ne se transforme pas soi-même parce qu'on modifie notre apparence. De même, elle dit « Ils ne deviendront pas comme un blanc. » C'est-à-dire comme un occidental. Là, on se rend bien compte que ce n'est pas parce qu'on va éclaircir la peau que ces femmes-là vont devenir occidentales, et ce n'est d'ailleurs pas ce qui est recherché, c'est bien l'éclaircissement de la peau. Alors, soit pour diminuer des différences, des distinctions d'apparence avec les occidentaux, soit pour montrer un travail des apparences et donc une possibilité de modification de la couleur de peau, ce qui sont deux choses différentes. Une des femmes interrogées qui ne s'éclaircit pas la peau, pour essayer de dissuader les femmes de son entourage, disait « Mais le bon Dieu t'a donné la peau qu'il faut. On est entre nous les noirs, on se dit que normalement le noir devrait être complexé par rapport au blanc, mais aujourd'hui le noir est complexé par rapport au métis et à son proche qui est plus clair de peau que lui. » Là, elle rentre dans un discours individuel de la pratique. Or, comme on le disait, il y a des injonctions sociales qui rentrent. Ce n'est pas uniquement une volonté personnelle. Il y a un corps collectif derrière cette pratique. Et Aminata, par exemple, qui est une femme qui a une situation professionnelle reconnue, dont le mari n'impose pas d'éclaircir la peau, dont sa famille n'impose pas d'éclaircir la peau, qui finalement s'est retrouvée à utiliser des produits éclaircissants à 2 reprises. La première fois parce qu'elle avait des problèmes de taches, il y a des cicatrices dont elle n'arrivait pas à se défaire, elle n'avait trouvé aucun produit qui permettait d'obtenir une unification du teint. Elle en est arrivée à utiliser des produits éclaircissants puisqu'on lui disait, on lui répétait que c'était les seuls produits efficaces. Bon, il s'avérait que finalement, elle me disait que le résultat n'était pas très probant. Et la deuxième fois, c'était le jour de son mariage, où ce n'est pas sa mère infirmière qui l'avait pourtant dissuadée d'utiliser des produits éclaircissants qui l'avait incité, mais sa belle famille. Et donc, pour le respect de sa belle famille, elle a accepté de s'éclaircir la peau le jour de son mariage, quand bien même sa famille à elle et son mari étaient contre. Mais il y a autour de cette pratique voilà, une pression de l'entourage qui n'est pas à négliger. Donc pour conclure, pour resynthétiser, je dirais, les différents types de discours qu'il pouvait y avoir autour de l'éclaircissement de la peau, on a Diennet, par exemple, qui, elle, est fière de sa peau claire et d'afficher, d'expliquer qu'elle éclaircit sa peau. Elle est la première à montrer la photo d'elle-même lors du mariage de sa fille avec la peau très blanche. Par contre, ce sera aussi la première à interdire à ses enfants d'utiliser des produits éclaircissants parce que c'est dangereux, parce qu'il ne faut pas s'éclaircir la peau. Donc, discours un peu paradoxal. Il y a Sadio, donc, qui, en arrivant en France, a arrêté la pratique, mais qui explique
implique toute la complexité pour elle de ne pas réutiliser les produits éclaircissants lorsqu'elle sait qu'elle doit retourner au pays. Il y a Idriss qui, elle, va expliquer qu'elle s'éclaircit la peau, qu'elle l'assume, mais par contre, elle ne souhaite pas que ça se voit, puisqu'elle veut un effet naturel. Donc, elle ne veut pas forcément afficher une peau plus claire, mais une peau claire pour s'approcher des canons esthétiques. Il y a Fatou qui, elle, est un peu plus jeune, arrive à dire qu'effectivement, une peau qui est éclaircie peut être jolie, mais condamne la pratique puisque ça peut mettre en péril la santé des femmes et que rien que pour cet argument-là, il ne faut pas utiliser les produits éclaircissants et donc elle condamne la pratique. Et puis il y a Antouria pour qui finalement cette pratique n'a de sens ni d'un point de vue esthétique ni d'un point de vue identitaire. Donc on se rend compte que cette pratique va s'inscrire à la fois, va se rattacher à des valeurs à la fois féminines, va renvoyer pour certaines femmes à une ascension sociale et pour d'autres va mettre en évidence un rejet des racines africaines. Et donc il y a finalement autour de la pratique de l'éclaircissement de la peau différentes représentations à prendre en compte et il faut bien la remettre dans un contexte assez complexe et d'influence relativement complexe. Voilà, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Céline. Bon, alors, pour conclure, avant de passer la parole à la salle, bon, on a bien vu, effectivement, qu'est-ce que ça signifiait de changer de peau. Comment est-ce que la beauté, l'esthétique, finalement, constituent une construction sociale. Et comment, effectivement, un corps sombre, voire noir, est évidemment perçu de manière relativement négative. Et toute la démarche qui s'ensuit pour essayer de blanchir, tout du moins d'éclaircir ce corps. Mais alors, ne nous trompons pas, parce que Céline a parlé effectivement du rôle du bronzage, et ça c'est intéressant. Mais vous savez, même en Europe, jusqu'au début du XXe siècle, les peaux bronzées, les peaux tannées par le soleil, c'était pas les peaux belles, c'était pas les peaux des classes dirigeantes, c'était les peaux des paysannes. Et la bourgeoisie vivait plutôt dans l'ombre, essayait d'avoir la peau la plus pâle possible. Et simplement, c'est avec l'arrivée des loisirs au début du XIXe siècle par les Anglais, puis les congés payés en France en 1936, où les gens se sont mis à aller à la mer, au grand air, ce qu'on appelle au grand air, et au soleil, à commencer à bronzer. Et d'un seul coup, cette peau bronzée, mais évidemment sur une peau blanche, est devenue une peau un peu de liberté, de plaisir, de loisir, voire de richesse. Donc être bronzé est devenu quelque chose de très positif, alors que ça ne l'était pas auparavant. Alors évidemment, en Asie, en Afrique, c'est pas du tout la même chose, mais comme a bien montré Céline, un des paradoxes, c'est que on va s'éclaircir la peau, mais comme c'est chic et c'est de la distinction d'aller à la plage ou d'aller au bord de la piscine, on est un petit peu coincé dans des contradictions, donc on va s'éclaircir la peau, mais il faut aussi montrer que socialement, on est capable d'y avoir accès. Alors ça renvoie, pour finir, à plusieurs choses que tu as dit, évidemment, à Frantz Fanon, ça renvoie à Peau noire et masque blanc, donc il y a aussi ça derrière, quelque part, et puis aussi à l'anthropologie, donc je vous ai un petit peu parlé au début pour essayer d'introduire un petit peu le travail de Céline, c'est que vous savez, au 19e siècle, au 18e siècle, qu'est-ce que je dis au 19e, lorsque Buffon a commencé à construire l'anthropologie en France, vous savez, le paradoxe de Buffon, c'est que c'était un grand anthropologue du point de vue de la pensée, mais il n'a jamais fait de terrain, ce qui est une honte aujourd'hui pour un anthropologue de ne pas faire de terrain, et tout ce qu'il a pris comme données, il l'a lu dans des livres où on écrivait évidemment beaucoup de bêtises. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ça continue aussi, mais enfin, c'est comme ça. Et à l'époque de Buffon, eh bien, simplement, on pensait que Dieu avait créé, puisqu'il était monogéniste, créationniste, il croyait évidemment au rôle de Dieu, et que Dieu avait créé l'homme dans le Caucase. Et pourquoi dans le Caucase? Il avait évidemment fait blanc, parce qu'il l'avait fait à son image. Il avait fait blanc à son image dans le Caucase, et il disait pourquoi dans le Caucase? Parce que c'est là où il y a les plus belles femmes du monde. Bon. Et après, les gens se sont répandus sur la Terre, ils sont partis en Asie, où là, il y a eu le rôle de l'alimentation, ils sont devenus jaunes, enfin c'est Buffon qui le dit, c'est pas moi, et ils sont là en Afrique où il y avait beaucoup de soleil, ils sont devenus noirs parce que ils ont bronzé, mais beaucoup. Et Buffon disait même, mais s'ils reviennent en Europe, ils blanchissent, il n'y a absolument pas de problème. Or, on sait bien aujourd'hui que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, l'origine de l'homme, elle est en Afrique. C'est la vallée de l'Homo, c'est toute l'Afrique de l'Est, et que Homo sapiens a conquéri l'ensemble de la planète petit à petit, et qu'il s'est blanchi
au cours du temps en occupant des espaces nouveaux. Et tout ça, ça doit nous amener aussi, évidemment, à une réflexion sur les processus identitaires profonds. Je vous remercie. On va maintenant essayer de répondre à vos questions. Merci.